Alors, dans les problèmes que j'ai entendus jusqu'à présent, ce qu'on voit apparaître, c'est la difficulté de recrutement des bénévoles. Ça, c'est un problème réel pour certaines associations. Il n'y a pas de réponse définitive là-dessus. Mais pour que les gens soient recrutés, des bénévoles ou des gens qui sont fort peu payés quand ils interviennent, il est évident qu'il faut leur présenter les choses de manière attrayante. C'est pas très lourd dans la semaine, ça doit être régulier. Mais en même temps, c'est passionnant. On ne travaille pas avec des objets, on travaille avec des êtres humains. Ça fait partie de ce pourquoi on peut avoir envie de vivre une aventure. Travailler avec des enfants, travailler avec des parents, rencontrer des enseignants. Je veux dire, pour un accompagnateur, ça peut être travailler en équipe, se co-réguler, avoir la possibilité d'avoir une formation. C'est pas tous les jours qu'on vous offre ça, hein. Là, le Conseil général fait un effort qui est réel, mais je veux dire, c'est pas parce que j'y suis c'est des formations de qualité. Les mouvements, on a travaillé là-dessus. On a travaillé ces questions. C'est une vraie formation. J'ai vu des étudiants dans les formations que je menais ou que menaient d'autres mouvements amis qui disaient « mais j'ai compris ce que je suis en train de faire à la fac à partir de vos formations ». Parce que c'est sérieux. Alors recruter des bénévoles, c'est leur parler de ça. Leur disant, vous savez, souvent les bénévoles aussi, ils sont comme les enfants, et comme vous, très souvent, ils sont victimes de leur humilité. Ils pensent qu'ils ne vont pas y arriver parce qu'ils ne sont pas capables d'eux. Alors il faut convaincre de ce côté-là, en disant que chacun peut apporter quelque chose. Et puis après, c'est des questions aussi de... Il ne faut pas trier les bénévoles. Il faut commencer par taper large, mettre les affichettes partout. Et la discussion fera le tri ça fera le tri normalement. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, je croyais que c'était ça, mais non, c'est pas ça que je peux faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelles sont les orientations sociologiques qui sont prévues pour l'avenir, compte tenu des changements que demande le gouvernement par rapport à l'aide au pouvoir, au soutien scolaire, à tous ces... le travail à l'école le mercredi matin. Quelles sont vraiment les orientations que l'on va prendre compte tenu des différentes études? Là, c'est difficile. Je ne vais pas prendre de risques. Ce que je peux dire quand même, ce qu'on voit, c'est que du côté de l'école, il y a la recherche d'une rationalisation. Il y a l'idée de compétence qui apparaît. C'est-à-dire que ce qu'on trouve... Alors l'idée de compétence, on l'a partout dans la société. Mais on le trouve très très fortement à l'école. Et c'est aussi une directive européenne. Donc ça veut dire que ça s'implante solidement. Cette idée de compétence, elle est basée sur l'idée de... On peut rationaliser le savoir. Donc elle a des avantages. Faire du clair. Vous savez, Alain disait l'éducation était un art. On n'en est plus là. Il y a des aspects scientifiques aujourd'hui dans l'éducation. On pense que la raison peut faire avancer. Mais si la raison avance, on pourrait dire qu'elle avance jusqu'à l'endroit où il y a ignorance. Et au fond, plus on fait avancer la raison, plus la frontière avec l'ignorance s'agrandit. Plus j'en sais, plus je deviens ignorant. Plus de nouvelles questions. C'est pas un paradoxe, c'est des nouvelles questions qui se posent sans arrêt. Et on sent bien que la notion de compétence, elle est plutôt du côté de mettre les enfants sur des savoirs tranquillisants, qu'ils peuvent maîtriser, et pas sur l'idée de le savoir est une aventure humaine qui pousse jusqu'aux limites de la raison. Là, j'ai l'air de parler philosophie, mais ça a des conséquences pratiques dans l'école. Par exemple, si c'est un travail par compétence, ça va être un travail dans lequel l'idée d'exercice, l'idée de fichier, l'idée de leçon, l'idée d'exercice d'application va être très fortement posée. L'école va vers ça, actuellement. Elle s'oppose à une autre école, en gros les mouvements pédagogiques traditionnels, depuis la pédagogie freinée jusqu'à nous, et puis l'Association française pour la lecture, des gens comme ça, les CMA. Cette autre approche, c'est une approche du côté d'un savoir qu'on cherche à rendre plus vivant. Mais on sent bien que la vérité est entre les deux.
On ne peut pas laisser d'un côté la raison et avoir l'aventure complète. On est obligé de composer avec les deux. Si on marche sur ces deux pas, je suis optimiste pour l'avenir de l'école. Alors nous, du point de vue de l'accompagnement à la scolarité, comment on peut se positionner là? Le parti pris de l'enfant apprenant. Si on se positionne avec un regard sur l'enfant comme il apprend, j'attendais le dernier atelier que j'ai participé, les jeunes accompagnatrices disant mais il faut apprendre aux enfants à quel point l'erreur permet d'avancer. C'est vrai que ce n'est pas le discours majoritaire de la société. Pour la société, l'erreur est sanctionnable. Pour le savoir, l'erreur, c'est le chemin de la vérité. On se trompe, on corrige, on apprend. La môme qui dit en biologie, en disant l'enfant il est dans l'eau du ventre de sa mère, etc. Ah, dit la môme, pourquoi il y a de l'eau dans le ventre de la mère? Et on entend cette réflexion, ben oui, tu sais bien qu'à la naissance, juste avant, la maman, elle perd les os. Bon, tout va l'air d'aller bien, la représentation est faite. Moi, qui assiste à la leçon, je trouve ça génial, je me dis c'est super bien, ils ont discuté. Et la môme se relève, elle dit « Ah, je croyais qu'elle perdait les os. » Alors vous comprenez, mais oui, et oui, vous comprenez que moi, en plus un mec, je ne pouvais pas inventer le truc. On ne peut pas inventer la représentation d'un enfant. Et pour que cette représentation soit interrogeable, interrogée, pour que l'erreur émerge, il lui faut du temps, les conditions pour, un temps de recherche, il faut que ça apparaisse, il faut que ça monte. Et à partir de là, on peut corriger. C'est pas l'enseignant qui a corrigé, c'est les mômes qui ont corrigé entre eux. Il faut absolument voir que l'école, elle va travailler entre ces deux situations. Et que l'accompagnateur, il est du côté de, oui, l'erreur, ça peut être positif, dis-la, t'es tranquille, tu ne vas pas être ni noté, ni évalué, ni disqualifié, ni, j'ai entendu ce mot dans un atelier, ni humilié. S'il y a quelque chose qu'il faut faire disparaître des actes éducatifs, donc de l'accompagnement à la scolarité, qu'est-ce que vous voulez, les autres ne sont pas là, alors bon, c'est l'humiliation. Ça, il faut que ça disparaisse. S'il y a humiliation, il n'y a plus de possibilité d'apprentissage. Vraiment, c'est anesthésiant. Les Allemands sont en train de modéliser l'école française. On dit on va faire sauter les après-midi comme les Allemands. Au moment où les Allemands sont en train de dire c'est drôlement bien l'école française, quand même, on garde les enfants à l'école, ça permet aux parents de travailler, mais en même temps ils sont dans un cadre. L'école joue un rôle culturel. C'est les Allemands qui le disent. Quand je dis aux enseignants, vous êtes des agents culturels, je peux vous dire, ça leur fait le choc souvent. Mais ce sont des agents culturels. Il y a des mômes qui ne connaîtront la danse, le théâtre ou la poésie qu'à l'école, dans leur vie. Ça, c'est de la culture. Et puis, c'est un lieu de brassage interculturel exceptionnel. On peut être extrêmement chauvin. On peut être néocolonialiste. On peut être épouvantable en matière d'éducation. On peut apprendre la docilité. Si vous apprenez des théorèmes par cœur sans les comprendre, ça veut dire que quand c'est sérieux du côté des théorèmes, eh bien la vie, ça s'apprend par cœur. Et ça, excusez-moi, mais en tant que citoyen, je ne suis pas d'accord. Je ne parle pas en tant qu'enseignant ou éducateur ou homme culturel, je parle en tant que citoyen. Non, tout se pense, tout se pense. Et à l'école, c'est là qu'on apprend à penser ou à ne pas penser. Donc vous, votre rôle, ben, ça ne peut pas être du côté de l'apprentissage à ne pas penser. C'est du côté de pense tout le temps. C'est indispensable qu'on développe ça chez les gens. C'est une question de citoyenneté énorme, énorme. Vous savez, les catéchismes, ce n'est pas que pour les religions. C'est aussi dans les actes éducatifs. Donc quand vous faites quelque chose, faites très attention, faisons très attention, parce que c'est valable pour tout. Et quel sens ça a, dans une nation, de donner un coup de main à des enfants? Et ce coup de main, jusqu'où? Pour assurer quoi? Pour qu'ils soient tranquilles, assurer la paix sociale, pour qu'ils deviennent créateurs, transformateurs des choses. Et que dans nos vieux jours, ils soient des danseurs et des acteurs de théâtre et des cultivateurs de cultivatures concrètes dans lesquelles ils pensent et où on se parle, même si on se parle de nourriture, elles sont toujours terrestres et culturelles. C'est cet enjeu-là qui est énorme, énorme, que porte tout acte éducatif.
Et je crois qu'on a besoin de se former à ça. Il y a des façons d'apprendre à lire qui docilisent. Il y a des façons d'apprendre à lire qui émancipent. Lire, c'est lire entre les lignes, comme on dit, quand on est un bon lecteur. Mais lire entre les lignes, ça veut dire qu'est-ce qu'on pense là? Comment ça se passe? Et ça, il vaut mieux le savoir pour aider des enfants. On vous enverra en septembre, hein, Denis Sio me disait, en septembre, des propositions de modules de formation. Et profitez-en parce que ça durera 2 ans. Et n'envoyez pas un représentant. Mon expérience là-dessus, c'est que si vous envoyez une personne, ça transforme tellement que la personne, elle revient, vous allez le revoir venir, vous allez trouver que c'est un martien. Si vous y allez à tous martiens, alors là, le monde est changé. On change de planète.